Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF sur TV78 et Radio Sensation, et ça tombe bien, parce que nous allons justement parler dans cette émission pas mal de la radio, dont vous savez qu'on fête les 100 ans de la première émission depuis la Tour Eiffel, puis les 40 ans des radios libres. Et puis nous parlerons un petit peu aussi de politique, nous parlerons aussi de Paris-Saclay, qui est la première université en mathématiques. Et pour aborder tous ces sujets, j'accueille Stéphane Monson, bonjour. Bonjour cher Patrice, bonjour à tous. Je vous accueille en premier, d'abord parce que je vous salue avec tout l'honneur que vous méritez. Et puis vous êtes en visio alors que tout le monde est maintenant en plateau. C'est comme s'il se passait quelque chose, je ne sais pas, avec ce virus. Nous en parlerons peut-être. C'est le privilège de l'âge. C'est le privilège de... Oui, mais on va parler de mai 68, justement. Il était en train de lancer des pavés. Alors, Francis Guillerot, bonjour. Bonjour Patrice. Alors, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes donc le directeur de Radio Sensation. Radio Sensation est né quand ? Alors, Sensation, Sensation un peu plus récemment, mais l'ancêtre c'est 83. 83, 83 Triangle FM, en donc, 1983, à la MJC du Ménil-Saint-Denis. Voilà. Et c'était donc la libération des ondes voulues par la gauche en 80. Laurent Mazory, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint d'Elancourt, vous êtes vice-président de 50 ans et président de TV78, donc on a des représentants là du média, hein, oui. ça rigole. Ancien animateur de Radio Libre en 1983 sur Radio Scout de France à Paris, qui émettait depuis le sous-sol d'une église tristement célèbre à l'époque qui s'appelait Saint-Nicolas du Chardonneret. Chardonnay, c'est parce que j'ai mon côté. On en boira un coup après l'émission. Voilà, c'est ça. C'est le vin de Metz. Oui, c'est le vin de Metz. C'est agréable aussi. Voilà. Donc, vous voyez. Et Joseph Dajouani, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur. Toujours. Et voilà, la dernière parution pour quelques millions, c'est de Carl Pineau, alors qu'on avait eu la chance d'avoir dans un PAF, justement, qui vit... En direct de Bangkok. Il passe Bangkok, 6 mois de l'année en Thaïlande et 6 mois de l'année en France. Et là, Covid oblige, il a passé 6 mois en Espagne et 6 mois en France. Et là, il vient d'arriver en France. D'accord. Et justement, on avait parlé avec lui du Covid et de savoir comment ça se passait dans des pays... Ça se passe assez mal en Thaïlande. Absolument. Ouais. Alors, on va commencer par peut-être cette bonne nouvelle avant d'aborder les sujets. C'est Paris-Saclay qui est à la fois... pas à la fois, mais à nouveau plutôt premier mondial dans le classement de Shanghai pour les mathématiques. C'est extraordinaire quand même, non ? C'est extraordinaire, c'est un classement qui est très complexe, dans lequel les critères sont très stricts, et puis ça rend vraiment grâce et tout le mérite qu'a cette université de Paris-Saclay. C'est vrai que là, aujourd'hui, elle est primée sur les mathématiques, mais c'est un des secteurs dans lequel elle excelle. C'est une vraie volonté d'avoir sur le plateau de Saclay et à 50 ans Yvelines un univers d'excellence, à la fois pour la pratique des nouvelles technologies, puisque c'est quand même essentiellement son orientation, mais également d'avoir su fédérer sur ce plateau, à l'initiative d'ailleurs à l'époque de Madame Pécresse, qui était ministre des universités, d'avoir su fédérer sur ce plateau tout ce que les matières grises peuvent compter en France, et d'être un petit peu aujourd'hui la Silicon Valley à la française, d'un point de vue déjà public, mais également parapublic, et d'y associer des entreprises privées, et non des moindres. Donc c'est une très belle réussite, c'est à mon avis une première reconnaissance. Je suis certain qu'il y en aura d'autres dans les années à venir, et puis bien évidemment c'est un bassin très générateur d'emplois. À partir de ces matières grises, on n'est pas que dans la réflexion, on est aussi dans l'opératif. Donc je crois que ça doit être salué pour le brio de cette réalisation de nos chercheurs. Raison de souligner, c'est à la fois l'université, c'est à la fois la recherche et le lien entre justement l'université et les entreprises. Ça rejaillit évidemment sur l'ensemble du territoire. C'est ça, c'est en cela que je compare à la Silicon Valley, avec des entreprises par contre qui sont, on va dire déjà des entreprises installées, qui ont de grosses capacités d'investissement, mais qui savent à travers la recherche la transcrire en ce qu'on appelle la recherche appliquée et au bénéfice de tous. Et je pense que c'est une très très belle réussite. Et c'est vrai que les mathématiques, ça ne parle pas à tout le monde. Néanmoins, je rappelle que c'est en amont de toute décision et de tout progrès scientifique. Et entre autres, en amont de tous les progrès liés aux nouvelles technologies. Ça parle surtout pas à nos collégiens qui sont nullissimes, quoi. D'après tous les classements PISA. C'est ça qui est curieux. C'est cette excellence des chercheurs et cette nullité apparente des jeunes classes, quoi. Ça, c'est quand même troublant. Beaucoup de mathématiciens primés. Bien sûr,
on surperforme à partir d'un certain âge, mais là, on se demande comment on va surperformer dans 20 ans, parce que vu les classements actuels, c'est pas terrible. Alors, vous avez raison, en même temps, on a une grosse progression du nombre d'ingénieurs en France, en particulier sur Saint-Quentin, mais c'est vrai qu'il y a un décalage entre, on va dire, la masse globale et effectivement la crème qui effectivement brille au niveau international, mais soyons optimistes que vraiment le pourcentage des enfants, des jeunes volontaires à aller vers un métier d'ingénieur progresse. Donc voilà, on va être et en plus, un petit peu d'optimisme. c'est quand même un peu des exceptions, les grands mathématiciens. Moi, je me souviens de l'ancien patron de la Sorbonne, qui était mathématicien lui-même, qui était normalien, etc., et qui disait, mais moi j'ai vite compris, je ne serai jamais un grand mathématicien. Donc c'était quand même, donc c'est un niveau quand même exceptionnel. Francis, là-dessus, vous avez un commentaire? En tout cas, sur les écoles de journalisme, oui, on voit le niveau baisser depuis déjà quelques années. Oui, ça c'est vrai. Sur ces stagiaires, on voit la culture générale, et puis surtout l'Internet a un peu tout changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un journaliste, vous lui coupez Internet, c'est fini. Dans les écoles, on a déjà fait l'expérience, on leur coupe Internet, débrouillez-vous pour trouver vos sources, et malheureusement, c'est plus compliqué. Voilà, donc c'est souvent la référence, c'est Wikipédia, mais c'est un peu le problème. Ouais. Il faut faire attention à ce qu'il y a sur Wikipédia, il y a souvent des erreurs. Stéphane Monson, on avait déjà parlé justement de cette excellence de Paris-Saclay en matière de mathématiques, et vous disiez, finalement, c'est pas tellement étonnant, parce que pour faire des mathématiques, il faut pas beaucoup de moyens. Il faut un stylo, un papier, en gros, et peut-être un petit ordinateur. On est moins bon dans les sciences où il faut plus d'investissement. Ce que j'allais vous dire, Patrice, ce classement n'est pas du tout une surprise, puisque le Paris-Saclay numéro 1 mondial en mathématiques, alors c'est une réédition, c'était déjà le cas l'an dernier, mais bien avant l'existence du classement de Shanghai, il était de notoriété scientifique mondiale que Paris-Sud, à l'époque, c'était le nom de Paris-Saclay, était l'une des toutes premières universités, voire la première université mondiale. J'ajoute que Paris-Saclay, toujours dans ce classement de Shanghai, alors qui obéit à des critères qui sont ce qu'ils sont, et ça n'est pas le seul classement mondial, occupe aujourd'hui, toutes disciplines confondues, la 14e place mondiale, parmi des milliers d'universités. Alors oui, c'est vrai que y a deux observations sur le fait que qu'il s'agisse des mathématiques. La première, c'est qu'il s'agit plutôt d'une recherche fondamentale, même si y a toute un pan des mathématiques qui sont plutôt des mathématiques appliquées, mais là il s'agit plutôt de recherche fondamentale, et ça montre, Laurent Mazury a raison de le souligner, ça montre l'importance de la recherche fondamentale, qui n'est pas toujours très bien comprise de la part des politiques et des décideurs publics en général, parce qu'en recherche fondamentale, en général, on trouve ce qu'on ne cherche pas. Ça s'appelle la sérendipité, et donc c'est assez difficilement vendable sur le plan budgétaire et sur le plan politique. Et puis d'autre part, c'est vrai, vous le rappeliez, faire de la recherche en mathématiques, ça coûte pas grand-chose, ça coûte rien. Il faut une craie ou un stylo et un tableau, et puis il faut des esprits très bien formés. Ça coûte un peu plus cher, mais ça n'a rien à voir avec l'appareillage technologique qui est indispensable dans d'autres champs disciplinaires. Je pense en matière de recherche atmosphérique, en physique, en chimie, en informatique, etc. Alors en chimie, cela dit, Paris-Saclay est pas mal placé, c'est la 49e place. Il y a aussi d'autres classements, il y a l'agriculture, il y a la médecine, très bien placée. Enfin, donc il y a évidemment des disciplines plutôt scientifiques dans lesquelles... Alors c'est vrai que ce classement de Shanghai, on pourrait entrer dans les détails et critiquer un petit peu la façon dont il est fait, mais bon. C'est un classement parmi d'autres. C'est le plus connu parce que c'est parmi les plus anciens, mais c'est, si vous voulez, surtout c'est un vaste débat, mais c'est surtout du quantitatif, le classement de Shanghai. C'est un classement au poids des publications, au poids des références, au poids des distinctions. Paris-Saclay, Paris-Sud a un volume de médailles Fields, vous savez, qui est le Nobel des mathématiques, tout à fait impressionnant, et évidemment ça pèse très lourdement dans ce classement.
C'est vrai que la France a un grand nombre de médailles Fields, notamment le plus connu étant Cédric Villani, qui a fait ensuite de la politique. Et réputé depuis des décennies. Shanghai, on est bien classé, on est bien. Ah non, mais c'est pas le casser. Non, mais il a raison de rappeler sur quel critère il est fait. Et donc c'est voilà. Enfin, en tout cas, c'est une excellente nouvelle. Champagne. On va passer au premier thème de cette émission. On va souhaiter bon anniversaire à la radio. Alors, c'est vrai qu'on fête les 100 ans alors de la première diffusion depuis la Tour Eiffel. Alors, je sais pas pourquoi on a avancé beaucoup les choses, parce que c'était, je crois, en septembre 1921. Enfin, on était pressé de faire cet anniversaire. Et la loi, on va parler aussi de la loi sur la radio libre, je crois que c'est novembre. Donc, oui, mais c'est mai 81 pour la libéralisation des radios libres. Des radios libres. Et voilà, c'est ça, je pense que la date importante. Et puis la Tour Eiffel doit pratiquement son existence au fait qu'il y ait la radio, parce qu'elle était faite pour être supprimée, puisqu'elle avait été faite pour l'exposition universelle, elle devait disparaître, elle est restée grâce à la radio. Alors, c'est vrai que quand on regarde l'histoire de la radio, c'est de l'histoire quand même, non ? Ah oui, c'est de ce qui nous frappe d'abord. Enfin, c'est les grands moments, quoi. Alors il y a l'histoire, mais je voudrais revenir sur la précédente intervention. C'est aussi l'aspect technologique et scientifique qui met ce média à disposition effectivement de l'homme, parce qu'il faut déjà avoir l'idée de créer le mécanisme de la radio. Après, il est important de voir aussi que quelque part la France est directement liée, parce qu'il y a la Tour Eiffel certes, mais il y a aussi le fait que c'est en France que ça a lieu et que ça se passe, et que cette première édition permet effectivement de briller, et du coup dans l'univers des médias au niveau international pour la France. Je pense que c'est un point qu'on doit soulever. Et après, bien sûr, il y a le contenu, et là peut-être que notre collègue peut plus nous en parler. Parce que surtout la radio, c'est le premier média de masse instantané, puisqu'il faut se rappeler qu'avant, c'était que la presse, les journaux, donc c'était tous les jours, mais là, la radio permettait instantanément de pouvoir donner de l'information à tous les possesseurs de postes, même si au début, c'était pas évidemment très courant, mais ça a été le premier média de masse, la radio, qui a relié les Français, les gens entre eux. Absolument, oui. Jusque-là, il y a la presse écrite qui marchait très bien, d'ailleurs, à l'époque. Et la radio, au fond, mais quand est-ce que ça commence à être un média... Alors vous dites c'est un média populaire, mais quand est-ce qu'on a des moyens d'écouter la radio? Assez vite? Assez vite, mais je pense que c'est après-guerre aussi que ça a commencé vraiment à prendre forme. La guerre, et notamment l'appel du général de Gaulle, c'est un peu ce qui a popularisé aussi... Oui, mais personne ne l'entend. En fait, il y a eu très peu de gens, dit-on, le 18 juin, qui ont écouté... C'est ce qui a popularisé la radio en tant que telle, pour se dire il faut investir dans des postes de radio. Les postes de radio sont devenus beaucoup plus populaires à l'époque. Ouais. Il y a quand même des messages radio annonçant le débarquement, quand même. Aussi. Donc ça, c'est quand même un... Il y a l'utilisation pendant toute la guerre, bien sûr. Le violon de l'automne, mon cœur d'une longueur monotone. Plus qu'important. Les Français parlent au français, voilà. Et de l'autre côté, il y avait aussi la radio pétainiste et collaboratrice. Radio Paris-Mans, parce que Radio Paris est allemand. Mais on voit d'ailleurs l'intérêt tout de suite que les politiques ont eu, et quand je dis les politiques, en l'occurrence de l'occupant, qui tout de suite s'est saisi effectivement de ce média en se disant, après tout, il y a peut-être du monde va l'écouter et on doit le contrôler. Et de fait, effectivement, tout de suite, les Alliés s'en servent également à la fois comme un média de propagande, mais un média de communication quasiment technique. Je passe effectivement des messages à la radio. Donc, immédiatement, le côté mass média que vous souleviez est pris en compte par à la fois les résistants, les deux côtés. Et quelque part, malgré la situation dramatique, ça donne aussi ces lettres de noblesse et de l'efficacité du média radio. Et oui, et ça donne d'ailleurs, le fait d'ailleurs qu'on ne voit pas le visage, alors on parlera peut-être après avec la télévision, ça donne aussi une dimension nouvelle. C'est vrai, Stéphane Monson, que la politique, l'histoire, au fond, l'histoire de la radio, c'est un peu de l'histoire pour nous aussi, d'une certaine façon. C'est de l'histoire, bien sûr, c'est de l'histoire, et vous savez, pour relier cela au premier sujet, que notamment à l'UVSQ, nous avons un centre de recherche extrêmement important sur l'histoire culturelle qui a pour objet de recherche notamment l'histoire de l'audiovisuel et l'histoire de ce média particulier qu'est la radio. C'est à la fois un objet d'histoire et c'est un instrument qui permet aussi d'approcher d'autres objets, avec notamment la question des archives radiophoniques qui font aujourd'hui l'objet d'une véritable exploration scientifique, digne de ce nom.
Et c'est vrai, alors politiquement, il y a eu Roosevelt qui faisait ses causeries au coin du feu. Il y a eu Mendès France qui était le premier, je crois, le premier président du Conseil, à l'époque on disait pas Premier ministre, à faire ça. Et puis après arrive quand même la télévision. De Gaulle, les grands interventions. Et, au début, d'ailleurs, on disait qu'il ne maîtrisait pas trop la télévision, donc il prend des cours avec un sociétaire de la Comédie Française. Et bon, il fait ses discours à la télévision. Mais quand il y a des moments dramatiques, et je pense à mai 68 et son discours où il va essayer de reprendre les choses en main, c'est à la radio. On en écoute un extrait. Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. C'est intéressant parce que, au fond, c'est comme ça qu'il reprend la main. Il y aura cette manifestation, enfin, des événements vont se retourner. Et comment vous expliquez qu'il ait choisi plutôt la radio que la télévision, justement ? Mais c'est aussi parce que c'était la radio, c'était l'immédiateté absolue dont parlait monsieur tout à l'heure. C'est-à-dire que même les manifestants étaient au courant immédiatement. Les gens d'Europe 1 à l'époque étaient quand même très actifs. Ils disaient oui, il y a un barrage là-bas. Il y a des. Alors, c'est vrai que c'est la naissance d'Europe 1, plus ou moins de RTL, parce que ils étaient sur le terrain alors que les radios nationales étaient un peu. Et c'était cette intrusion de la radio. Donc je pense que le général de Gaulle avait bien compris que comme tout le monde se mettait à écouter ça, c'était merveilleux et qui toucherait aussi cette population d'étudiants, pour lui de factieux. Il n'y a pas une dramatisation du fait qu'il n'y ait pas l'image ? Moi, je crois quand même à ça, non ? Oui, ça laisse forcément fonctionner l'imaginaire. Hein. C'est tout l'avantage de la radio. On en reparlera tout à l'heure avec l'image aujourd'hui, mais oui, ça faisait travailler l'imaginaire. Les gens étaient très attentifs. Aujourd'hui, oui, les familles sont souvent devant leur poste de télé, mais à l'époque, les familles se réunissaient devant le poste de radio, qui était vraiment l'attraction au milieu du salon. Il y avait des jeux même, hein, il y avait... Complètement. Et est-ce que dans l'inconscient même du général de Gaulle, il n'y a pas ce côté j'ai été pendant la guerre à la radio, je me suis exprimé à la radio, donc je reprends ce média qui m'a fait en fait... Probablement, et puis il y a eu l'épisode de Baden-Baden où on ne savait pas où est-ce qu'il était passé, etc. Donc ne pas se montrer était aussi d'une certaine façon une force. Et il y a aussi le taux de pénétration du nombre d'écrans à l'époque, on est en 68, le nombre d'images et de postes de télévision sont même très limités. Moi-même quand j'étais jeune, j'avais un poste en noir et blanc. Pour changer les chaînes, on tournait comme ça, et c'était très compliqué. Et je me souviens de maman écoutant la radio, il y avait des postes de radio. Oui, il y avait du chat. Non, mais il fallait quand même, dès qu'on rentrait, on ne savait pas si la télé marchait, il fallait partir 8 jours en vacances, ça ne marchait pas. Je pense qu'aussi, il y a cette volonté d'efficacité à travers le fait de choisir la radio. Stéphane ? C'est aussi l'époque des transistors. Donc des radios miniatures. La radio, ça a été pendant longtemps un meuble très lourd. Le TSF, etc., qui trônait au milieu du salon, comme aujourd'hui chez beaucoup de Français la télévision. Mais en 68, on pouvait, avec un petit poste de radio, comme on disait naguère, une radio à transistor, recevoir ce média à peu près partout, dans la voiture, sur la plage, dans la rue, etc. Alors il y a aussi ce paramètre de l'efficacité, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer, je ne sais pas, Emmanuel Macron, par exemple, un message très, très dramatisant, par exemple, se passer de la télévision ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas, mais... Il va sur TikTok, notre président, donc... C'est vrai qu'il y a d'autres médias, mais il y a des nouveaux médias, il y a l'Internet, il y a tout ça. Il y a quand même l'image, quoi. Non ? On peut difficilement échapper à l'image aujourd'hui. Il ne faut pas oublier effectivement avec les réseaux sociaux, n'importe quel citoyen aujourd'hui devient reporter. Voilà, donc avec son téléphone, instantanément, on peut envoyer sur les réseaux sociaux une image. Donc on peut difficilement se passer de l'image. C'est très décrié aujourd'hui parce que ces images sont parfois détournées ou mal exploitées. On n'en connaît pas forcément la source, donc ça devient un véritable problème. Alors qu'à l'époque, à la radio, effectivement, il y avait un travail comme les délais étaient aussi plus longs, il faut rappeler qu'à
l'époque, à la radio, on montait avec des bandes, c'était très long, alors qu'aujourd'hui, les ciseaux, etc. Donc voilà, enfin, les transmissions étaient très longues aussi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut, même en radio ou en télévision, une fois de plus, avec un téléphone, on peut faire un reportage quasiment instantanément, alors qu'à l'époque, c'était beaucoup plus long. Hein. Quand on voulait faire une liaison d'un point A à un point B, il fallait passer par des systèmes de faisceaux, les satellites n'existaient pas à l'époque. Donc c'était beaucoup plus long, donc il y avait une rigueur beaucoup plus importante, je pense. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un événement qui n'a pas d'image, on a l'impression qu'il n'existe pas, quoi. Hein. C'est terrible. On veut systématiquement avoir l'image. Enfin, c'est parfois à la limite du voyeurisme. Hein. C'est vrai que des chaînes d'information font souvent leur audience dès qu'ils peuvent montrer des images fortes. Enfin, je me souviens, ça m'a marqué. Forte ou pas d'ailleurs. Mais... Il y a quelques années, quand il y a eu l'attentat au Bataclan, ces images qui avaient été diffusées de l'intérieur du Bataclan, c'était choquant. Ça avait été diffusé sur les réseaux sociaux et ça avait fait des millions de vues. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ça aussi. Alors que la radio à l'époque, effectivement, c'était très différent. Vous avez raison de souligner qu'il y a une différence justement entre les réseaux sociaux et parfois les responsables des télévisions justement ne diffusent pas un certain nombre d'images qui sont sur les réseaux sociaux. Mais quand vous dites que les images sont, oui, parfois elles sont très fortes, mais parfois, moi ça m'a toujours amusé, par exemple, quand on se dit il va se passer quelque chose à l'Élysée, on envoie un journaliste devant l'Élysée. Or, il serait beaucoup mieux informé dans son bureau avec un téléphone et un ordinateur que dans la rue pour Saint-Honoré. C'est la poursuite de l'image à tout prix. Effectivement, les télévisions d'information permanente, qu'est-ce que l'on voit en général? C'est une jeune fille ou un jeune homme avec un micro, et dans la rue, derrière moi, il vient de se passer, et on voit d'autres de leurs collègues, et puis un véhicule de pompiers, il pourrait très bien être à l'autre bout de la France, ça ne change rien. Mais je pense que, je ne vais pas faire de publicité pour Paris Match, mais tout est dit dans le vieux slogan de Paris Match. Le poids des mots, le choc des photos. Et donc, effectivement, les deux doivent coexister. Et pour un homme politique, ou quelle que soit la personne qui a un message à faire passer, aujourd'hui, la complexité, c'est qu'il faut être présent partout, sur tous les supports, avec de l'image, avec du texte, avec effectivement des photos sur les réseaux sociaux. Effectivement, il faut même faire venir des youtubeurs chez soi pour pouvoir être filmé et faire une roulade. Enfin, on est obligé d'être partout. Et celui qui n'est pas partout, il a du mal à exister. Et regardez ce qui s'est passé avec le président Trump, quand effectivement on lui a coupé l'accès aux réseaux sociaux aux États-Unis. Tout d'un coup, évidemment, sa parole ne porte plus. Et sauf qu'à l'époque, il y avait quasiment que la radio. Mais pour continuer ce que vous dites, Francis Guiraud, justement, on a l'impression... Alors, il y avait des médias, il y avait la radio, il y avait la télévision, il y avait Internet, il y avait etc. Et on a l'impression qu'on arrive à une sorte de mélange de tout. La radio est le plus souvent filmée maintenant. Tout à fait, oui. Même, on pratique, effectivement, on filme enfin... Tous les médias se croisent aujourd'hui, effectivement, font de l'écrit à travers Internet, l'image à travers Internet encore. Enfin, c'est un peu Internet qui a un peu regroupé tous les médias, les multiplateformes. Alors, oui, c'est vrai que souvent, c'est encore un débat que j'ai eu la semaine dernière. Est-ce qu'on doit filmer, absolument tout filmer dans la radio? Alors, je pense que ce qu'on appelle radio de flux, les radios musicales, montrer un animateur dans son studio, ouvrir son micro pour désannoncer un disque, ça n'a pas d'intérêt. Après, quand on fait des émissions politiques, comme on en fait avec TV78, par exemple, ou des magazines avec des invités, là, ça a un peu plus d'intérêt, effectivement, parce que du coup, nos émissions sont diffusées chez vous et PAF, aujourd'hui, est diffusée aussi sur Radio Sensation. Donc, voilà, je pense qu'il faut de la mesure. Tout filmer à tout prix, non, ça n'a pas forcément. Stéphane Monson sur cette dimension de la radio. Je souscris totalement parce que y a, je crois, un surcroît de liberté pour celui qui s'exprime sans être filmé, et puis il y a un surcroît d'attention pour celui qui écoute. J'en suis absolument convaincu. Je ne suis pas téléspectateur, je ne regarde pratiquement pas la télévision. J'écoute beaucoup la radio, un certain nombre de radios, parce que j'ai l'impression de pouvoir, sans doute, je sais pas, me concentrer de manière beaucoup plus simple. Je suis pas multitâche, manifestement, à la radio qu'à la télévision. Et je pense que, en effet, l'image, eh bien, on la voit plus vite par rapport à la voix qu'on entend après. Alors, même si c'est un micro-décalage, je crois que c'est vraiment important. Et ces radios filmées, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Bon, je comprends que ce soit perçu comme étant le cheminement d'une sorte d'évolution, de progrès, mais enfin, moi j'aime bien que les choses soient un peu plus nettement distinguées. J'écoute la radio pour l'écouter et pas pour la regarder. D'ailleurs, c'est amusant, moi je me souviens quand j'étais justement à RTL, quand on recevait des actrices,
elle disait, il faut un maquilleur. Enfin. Donc, le maquillage à la radio, quoi. Ça devient assez étonnant. Alors, deuxième grand moment, donc c'est 80, c'est novembre 80, avec la loi qui permet la libération des ondes. Moi, je me souviens, j'avais enquêté un petit peu avant, dans les années 80, tu vois, le ministère de l'Information, même Jacqueline Baudrier, qui était la présidente, je crois, de Radio France à l'époque, disait, mais pourquoi vous libérez pas les ondes? Et la réponse officielle, c'est qu'il n'y a pas de place. C'est pas qu'on voudrait pas, c'est qu'on peut pas. C'était quand même une réponse incroyable, quoi. Alors que la bande FM était un monopole d'État. Voilà. Il n'y avait rien dessus, à part les stations de Radio France, quelques radios de Radio France. Non, mais il y a l'armée, il y a tout ça. Non, il n'y a aucune place. C'est assez étonnant comme déni, quoi. Déjà, c'est étonnant, je sais pas, c'est pas une erreur de Giscard d'ailleurs de ne pas l'avoir fait. Il y a une ou deux erreurs comme ça peut-être qu'il aurait pu... moi je pense qu'il l'aurait fait s'il avait été réélu une deuxième fois, parce que c'était dans l'air du temps et on était un pays pour le coup, je vois pas comment on pouvait l'arrêter. Et d'ailleurs il y avait avant les radios libres, il y avait les radios qui se cachaient. Les radios pirates. Les radios pirates. La grande majorité des radios libres, à part les radios un peu plus professionnelles, allez, on va dire professionnelles, sont issues de ces radios pirates. Moi je vous parlais de Radio Scout de France tout à l'heure. C'était une radio pirate, aussi bizarre que ça paraisse. D'où la présence dans une cave. D'ailleurs, on n'aurait jamais pu mettre de caméra, parce que si les gens avaient vu dans quelles conditions on le faisait à l'époque, je pense que personne ne l'aurait cru. Je me souviens de cette poursuite, et j'ai oublié le nom de la radio, mais j'habitais dans le 19e arrondissement, on était très haut à côté de la place des Fêtes, donc il y avait plein d'émetteurs pirates qui étaient cachés, il y avait toujours la peur du CRS qui va surgir, ils ont saisi l'émetteur ici, mais il y en a un autre de caché là, etc. Je pense que Giscard d'Estaing l'aurait libéré. Oui, bien sûr, qui surgissait pour prendre des émetteurs. Mais je pense que Giscard d'Estaing l'aurait fait. C'était dans l'air du temps. Effectivement, François Mitterrand l'a fait. Il était là au bon moment. Il y avait une vision un petit peu plus gauche dans la façon de communiquer. Mais c'était pas possible d'arrêter, comme vous le disiez, Patrice, l'argument de la bande FM saturée, alors qu'en fait, on tournait son bouton comme ça, il n'y avait rien. Donc voilà, ça serait arrivé. C'était dans l'air du temps. Et d'ailleurs, très souvent, sur tous les sujets, les politiques, souvent, ne font que réagir après que l'évolution soit faite. Et en matière de radio, je pense que c'est exactement la même chose. Mais c'était un bon coup politique. Et c'est un bon coup politique. C'est la récupération. C'est un peu comme quand on inaugure le TGV, quoi. C'est un peu la même chose. Alors, François Guillaume, alors racontez-nous un peu l'histoire d'avant Radio Sensation et puis de Radio Sensation, 83, mon histoire. Et votre histoire. Moi, j'ai découvert la radio relativement tard. J'étais très intéressé par la télévision au départ. Je me souvenais d'ailleurs que j'allais souvent au But de Chaumont sur un plateau, je crois que c'était le Studio 15, où je voyais un certain Patrice, me semble-t-il, le mardi soir. Rue des Alouettes, la Société française de production et de création visuelle. C'était magnifique. C'était un lieu magnifique où il s'est passé beaucoup de choses pour la télévision à l'époque. Et donc c'était plus ce côté-là qui me fascinait. J'ai découvert les radios FM, j'écoutais beaucoup les grandes ondes, notamment RTL, et j'écoutais peu la FM. J'ai pas vraiment vécu le début de la bande FM avec la manifestation pour le soutien à énergie, etc. à l'époque. J'ai découvert ça chez moi, près de chez moi. Un jour, mon frère me dit, tiens, je connais quelqu'un qui travaille dans une radio, je suis allé voir. Puis effectivement, ça a été pour moi la révélation. Donc c'est après, à partir de 86-87, où je me suis vraiment intéressé à ce média. Parce que faire de la radio, c'était tellement facile. Effectivement, faire de la FM, il faut se rappeler qu'avant, c'était surtout les grandes ondes. Donc des émetteurs surpuissants qui coûtaient très cher, des antennes de 100 ou 150 mètres de haut, qui étaient pour la plupart donc situées au Luxembourg, en Allemagne ou en Principauté de Monaco, d'où le nom des radios périphériques à l'époque. Mais la FM, on montait ce qu'on appelle un dipôle, une antenne, un petit boîtier qu'on allait acheter en Italie en général, et puis ça brouillait en général tout le monde, les pompiers, la télévision justement, enfin c'était un enfer pour tout le monde. Et puis au fur et à mesure, c'était la course à la puissance aussi. On achetait des émetteurs de plus en plus gros, de plus en plus puissants. Donc la FM, je l'ai vécu un peu tardivement, mais après, c'était effectivement un moment de création. Enfin, on était tous. Et c'est devenu la règle, la FM. Il faut même même les grandes. Il faut se souvenir qu'RTL et Europe 1, etc., étaient contre la FM au départ. Je disais, non, ça ne fonctionnera jamais. Donc, la bande FM à l'époque s'arrêtait à 104, d'ailleurs, puisque le reste appartenait à l'armée. Et quand ils se sont rendus compte que la FM, notamment Énergie, avait énormément de succès, le confort d'écoute était meilleur. Le confort d'écoute était meilleur, parce que les grandes ondes, c'était, quand on réécoute les grandes ondes aujourd'hui, il n'y a plus que RTL qui émet en grandes ondes. Enfin, c'est un peu préhistorique. Le son était très étouffé.
Donc ils se sont dit bon, faut quand même qu'on demande des fréquences. Donc la bande FM a été élargie jusqu'à 108. L'État a réattribué le 104-108 pour pouvoir notamment caser RTL, Europe 1, etc. Pour élargir la bande FM. Donc oui, les radios périphériques sont arrivées plutôt tardivement. Et puis c'était vraiment la foire. Oui, à l'époque on peut le dire, c'était au premier qui émettrait. J'ai vécu moi-même une saisie. C'était très drôle, oui, où les CRS ont débarqué à la radio, je me suis enfermé dans la radio j'ai planqué l'émetteur, donc oui, c'était à l'époque c'était comme ça que ça se passait. Puis ensuite ça s'est un peu plus régulé avec l'arrivée de la haute autorité au départ, la CNCL ensuite, et puis le CSA qu'on connaît aujourd'hui. Absolument. Vous parliez de Carbone 14, qui est, alors c'était une des radios phares de la Libération. Je vous propose d'écouter juste un tout petit extrait avec le célèbre La Fesse. Bonsoir. Le plaisir anal, ça ne fait pas si mal. Et ça n'est pas réservé aux pédales. Voilà, le plaisir anal. C'est vrai qu'il y a eu tout. Hein. C'est beaucoup plus court l'extrait de Carbone 14 que le général de Gaulle. Hein. C'est marrant. Parce qu'après, il y a une conversation. Les choix rédactionnels sont... C'est vrai que c'était assez amusant parce qu'ils invitaient des auditeurs à parler et ils engueulaient les auditeurs. Enfin, c'est vrai que... Alors, il y a à la fois une liberté absolue et puis si on regarde au fond l'histoire de ces radios libres, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est Énergie, c'est des gros groupes au fond qui ont gagné. Oui, non la radio s'est standardisée, oui, effectivement. Un peu l'exemple un peu contraire, mais il y a aussi des... On s'est standardisé aussi, on est une radio associative, oui, mais on s'est aussi professionnalisé, standardisé, que ce soit au niveau technique. Voilà. Mais oui, au bout d'un certain temps, c'était celui qui ferait le plus d'audience. Énergie a importé beaucoup de choses des États-Unis, au niveau de la programmation musicale, avec l'arrivée des panels pour l'arrivée de ce qu'on appelle le Selector, le logiciel de programmation musicale. Donc petit à petit, et surtout avec l'arrivée de la publicité, quand la publicité a été autorisée, il y avait un devoir de se professionnaliser pour être crédible pour les annonceurs. Voilà. Donc il y avait deux camps, les radios qui sont vraiment professionnalisées, les radios qui ont voulu rester très indépendantes au niveau éditorial, qui faisaient un peu tout et n'importe quoi, puis ces radios-là ont fini un peu par disparaître, oui. Il n'y en a plus beaucoup. Il en existe encore quelques-unes sur Paris, qui font des émissions un peu hors du temps, ça existe. Je pense à Fréquence Paris Pluriel, par exemple, qui est toujours là, donc il y a encore quelques survivantes. Il y avait, Stéphane Monson, il y avait aussi cette dimension, en 80, c'est vrai que les grandes radios qui existaient, c'était les radios nationales sur lesquelles le pouvoir politique pouvait avoir une influence. Il y avait aussi cette envie de libération, de liberté. C'est un point extrêmement important parce que ce véritable fleurissement, cette éclosion, c'est aussi l'instauration du pluralisme politique qui vraiment s'est épanoui à cette époque. Francis Guillerault le soulignait tout à l'heure. Il y avait un contentieux d'ailleurs qu'on suivait du côté du Conseil d'État à propos d'une radio du Parti socialiste qui émettait clandestinement, qui s'appelait Radio Ici et Maintenant, qui déplacer ses émetteurs au jour le jour en fonction des détections de la police. Et donc, cette explosion du pluralisme a été extrêmement sain pour la démocratie. Cette liberté de parole, alors qui allait parfois très loin. On a aperçu Jean-Yves Lafesse tout à l'heure. Moi, elle dépassait aussi le simple registre politique. Je me souviens pour revenir à Carbone 14, des émissions justement avec Jean-Yves Lafesse et Super Nana, dont vous vous souvenez peut-être, où je me souviens, moi j'écoutais ça. Alors c'était très drôle, c'était très amusant pour l'adolescent que j'étais, mais on mesurait aussi, où il y avait aussi la première version de RFM avec Coluche, qui tenait l'antenne pendant des heures. Il y avait un sentiment de très très grande liberté, de robinet à liberté qui s'ouvrait. Et ça a aussi vraiment une influence considérable sur le champ politique, sur le débat politique, sur le débat public.
Oui, il a raison. C'est vrai, libération politique, libération des mœurs aussi, enfin, à l'antenne. Enfin, voilà. Pocket full, fréquence oui. etc. Oui, effectivement. Super. Le sexe qui arrive, enfin, voilà. Géraldine sur Skyrock, ça reste une voix mythique. Dans les soirées de Géraldine, je pense que tout le monde s'en souvient à peu près. Est-ce que ça a influé sur les grandes radios, Inter, RTL, Europe, cette liberté? Politiquement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun pouvoir politique qui oserait. Disons qu'il y a 40 ans, je vois mal Brigitte Lahaie je crois qu'elle est sur RTL ou sur. Non, elle était sur RMC, mais. Sur RMC. Non, mais je veux dire, l'intrusion d'une ancienne hardeuse dans une grande radio, voilà, il y a 40 ans, c'était même pas Conceval. Maintenant, tout le monde dit oui, c'est normal, c'est très bien, pourquoi pas. Après, je ne présume pas de la qualité de son émission, mais en tout cas, sa présence signifie bien qu'il y a si je puis dire, une pénétration pénétration des choses. Je serais moins optimiste, en fait. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a eu cette libération. Et d'ailleurs, il y avait un peu la même tendance, et vous y étiez à l'époque, sur la télévision, je pense à Apostrophe ou autre. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Enfin, je trouve qu'il n'y a plus ça. Alors, on ne va pas me sortir Hanouna pour le comparer, parce que ça n'a rien à voir. Je trouve qu'il y a moins ça, en tout cas. Et je trouve que les radios sont normalisées. Et entre autres, je trouve que les ex-radios périphériques, quand j'écoute, j'entends rien de révolutionnaire. On est dans des choses de qualité qui ressemblent à ce qui se faisait sur les grandes ondes avant. Moi, je suis plutôt pessimiste. J'ai l'impression que cette éclosion extraordinaire, d'abord, effectivement, par l'obligation de se regrouper des radios. Moi, j'ai connu ça quand on nous a dit Radio Scout, il y a un côté catholique. Pas du tout, en plus. Regroupez-vous avec Radio Notre-Dame. Bon, on s'était retrouvés regroupés, ce qui fait que quand il y avait un chant automatique à 18h, moi, je faisais lui une parade. Et puis derrière, on avait les chants grégoriens. Et je trouve. Oui, non, mais c'était original. Mais voilà, mais on a regroupé. Puis la publicité est arrivée, c'est normal, il fallait beaucoup d'argent pour faire fonctionner l'ensemble. Puis du coup, on a normalisé. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même dans une forme de normalité. Par exemple, je vois mal, pour revenir à la télévision, mais ça relève pour moi de la même libération, je vois mal le samedi à 20h, la Coco Girl revenir à la télévision, quoi. Ah oui, je suis un peu... Voilà, c'est à la fois Brigitte Lahaie, RMC l'a fait disparaître. Enfin, j'aimerais, voilà. Mais en même temps, c'est probablement pas un hasard si on parle plus de radio libre, mais de radio privée. C'est ça, oui, exactement. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Mais vous avez raison, Francis. C'est vrai que le marketing s'est aussi emparé de ça. Je sais pas, les radios musicales savent exactement quel morceau passait à quelle heure, etc. Tout ça est assez, enfin pas réglementé, mais étudié, enfin en tout cas. Les panels sont arrivés, pour tester les disques que l'on reçoit ou que l'on recevait auprès d'un panel pour savoir quoi passer à l'antenne. Beaucoup de radios l'utilisent aujourd'hui. Nous, sur Sensation, on l'utilise absolument pas. Nous, c'est au feeling encore, c'est à l'ancienne. Mais oui, malheureusement, mais l'industrie du disque aussi, c'est standardisé. Quand on voit tout ce qu'on reçoit, clairement, enfin, c'est du pareil au même. Parfois, ce sont des copier-coller d'autres titres. Donc, la liberté, oui, ça a été une grosse effervescence dans les années 80. Et ça s'est forcément dissipé. Où il y a des choses qu'on n'entendrait plus aujourd'hui. Même a posteriori, Coluche, aujourd'hui, il referait ses sketchs ou ses émissions sur une radio, il se ferait démolir instantanément. Il a été viré à l'époque. Oui, c'est vrai. Les inconnus n'existeraient pas. Bien sûr. Les inconnus n'existeraient pas. Colaro, avec son Colaro Coco Show, là. Enfin, c'est Colaro Show, c'est impassable. Ça serait visible aujourd'hui aussi, je suppose qu'on a envie de ça. On ne pourrait plus montrer les Coco Girls, par exemple. C'est terminé, je veux dire. Stéphane, vous avez l'impression qu'on a perdu un peu de liberté, justement? Oui, alors je suis d'accord. Il y a une espèce de normalisation, mais c'est à l'image de la société, je pense. La radio, c'est l'une des images, l'un des reflets de la société. Mais ce qui compte, c'est que qui est quand même un socle pluraliste qui puisse continuer à exister, même s'il y a un peu moins de relief. Il faut quand même que le pluralisme puisse continuer à s'exprimer. Il ne faut pas oublier une chose aussi importante, c'est que les fréquences ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent toujours à l'État. L'État nous donne une concession pour 5, 10 ou 15 ans. Et voilà, Sensation aujourd'hui, Yveline, son autorisation de fréquence arrive à échéance à la fin de l'année. On doit représenter un dossier. Ça refait un appel à candidature. Donc l'État est toujours propriétaire du parc de fréquences en France. Donc voilà, on a des comptes rendus à fournir chaque année. On doit conserver nos enregistrements
d'enregistrement pendant un mois minimum, parce qu'il peut y avoir un contrôle sur les quotas de chansons françaises qui nous ont été imposés dans les années 90. Ça a été aussi un changement important, puisque voilà, on nous importait de diffuser 40% de chansons françaises minimum. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne vous ait pas imposé les horaires de passage, parce qu'on constate quand même que la chanson française, c'est souvent de 2h du matin à 3h. Non, parce que les quotas sont comptabilisés de 6h30 à 22h30. J'ai toujours trouvé que c'était très tard, la chanson française. Mais souvent, effectivement, les radios ont tendance à mettre ça après 20h. Voilà. On bourre les quotas, comme on dit. C'est une bonne mesure, moi, je trouve, non non. Ça limite un peu. Oui, une fois de plus, c'est un peu le côté pervers du système. Alors, le CSA a essayé de trouver une mécanique pour changer pour trouver une solution, c'est qu'on avait toujours les mêmes artistes. Vous aviez des artistes qui étaient diffusés 10, 20, 30 fois par jour. C'était infernal. Donc le panel d'artistes s'était réduit. Mais aussi parce que l'industrie musicale nous envoie peu de choses. De manière générale, il faut aller les chercher. Alors, quand on a des Hoshi sur 50 ans en Yvelines que l'on découvre, c'est tout bénef pour nous, on est très contents. Mais aujourd'hui, au niveau du panel musical, c'est quand même très compliqué. La radio fait encore le succès des chanteurs, des chanteuses. Oui. Je me rappelle d'une anecdote par rapport à Énergie, justement, où Madonna avait refusé de venir sur les Energy Music Awards. Et à l'époque, Max Guazzini avait donc dit, bon, puisque c'est comme ça, on la programme plus sur Énergie. Et ça avait fait quand même chuter les ventes. Donc oui, les radios sont encore prescriptrices en matière de programmation musicale, puisque la radio reste le média préféré des Français, ça reste très écouté, même si l'audience générale est en baisse, mais ça reste quand même très très écouté. Et vous avez raison de le dire, c'est le média dans lequel les Français ont le plus confiance. Chaque enquête le confirme. Alors, pas les jeunes. Les jeunes. Alors, ça, c'est un vrai problème. Ouais. C'est de dire que c'est aussi un média dont le public a tendance un peu à vieillir. Oui, complètement. Les jeunes, aujourd'hui, écoutent beaucoup moins la radio. C'est essentiellement les réseaux sociaux. Ce sont les plateformes de streaming qui sont utilisées. Mais les jeunes écoutent beaucoup moins la radio. Alors, pour la musique, bon, pourquoi pas. Pour l'information, c'est plus gênant. Parce qu'effectivement, la crédibilité de l'info sur les réseaux sociaux, là, c'est un problème. Donc, les jeunes, écoutent beaucoup moins la radio aujourd'hui. Et regardent peu la télé aussi. En un mot, l'avenir de la radio, vous le voyez comment ? Il faut savoir se renouveler. Je pense que c'est le contenu. La musique ne fera plus la radio aujourd'hui. Pas essentiel, pas que la musique, donc les contenus locaux. Et surtout, nous, en tant que radio locale, on a véritablement un atout, c'est d'informer les gens au quotidien sur ce qui se passe dans votre région, comme le fait TV78 au niveau local pour la télévision. Parce qu'on sait ce qui se passe vraiment à l'autre bout du monde, mais finalement, près de chez nous, on ne sait plus. Voilà. Donc, les gens reviennent vraiment à ça. Les locales de France Bleu, de Radio France, fonctionne très bien dans beaucoup de régions. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une vraie proximité. Donc, il faut réintroduire de la proximité, de la voix, de l'information. Et c'est ça l'avenir de la radio. Et l'avenir de la radio, c'est évidemment le DAB+, la radio numérique terrestre, un changement plus les podcasts. Plus les podcasts. On en fait depuis très longtemps. Internet aussi. Nous, l'audience numérique a explosé et à la faveur du confinement. On s'en est rendu compte. Donc, ça va être un petit peu un mix de tout ça. Voilà, Internet, le DAB, la FM encore qu'il y a quelques années. Et la radio, on parle beaucoup de musique, mais c'est aussi la culture. C'est pas que les infos ou de la musique, c'est de la culture. Je veux dire, France Culture me paraît être une chaîne extraordinaire, donc qui continue à bien fonctionner. On parle d'histoire, on parle de philosophie, on parle de tas de choses et on découvre des choses à la radio qu'on ne ferait peut-être pas ce choix à la télévision. Donc ça va être emmerdant. Alors qu'à la radio, hop, tout de suite on peut être capté. Et je sais pas, la dernière fois j'étais absolument saisi. Il y a un feuilleton sur France Culture sur Flaubert, mais c'est absolument passionnant, quoi. C'est par tranche de 20 minutes, on est scotché au truc, on n'a pas envie d'arriver, on veut écouter. C'est fabuleux, quoi, d'avoir ça à l'heure actuelle. Je veux dire, un feuilleton sur Flaubert. L'édition doit par exemple le Masque et la Plume de France Inter, c'est juste extraordinaire. Voilà, ce sont des émissions de référence. Il ne faut pas oublier que la radio, au tout début, c'était essentiellement de la fiction qui était faite en direct avec des comédiens dans des studios. Les grands feuilletons. La radio, dans ses débuts, c'était vraiment ça. Avec Pierre Dac et tout ça. Exactement. Orson Welles aux États-Unis. Et Orson, oui. Allez, on va passer peut-être on va parler un petit peu de politique, tant pis. Alors, il y a eu
interview hier de Jean-Luc Mélenchon, alors qui était assez intéressante, parce qu'il rappelle des faits qui ont existé pendant les campagnes électorales. Papivoise, vous savez, ce monsieur qui avait été agressé en 2002 et dont on dit que l'agression a fait monter Jean-Marie Le Pen, l'affaire Mera en 2012, l'attentat, en effet, sur les Champs-Élysées, une semaine avant les élections, c'était pendant le débat d'ailleurs, je crois, des élections en 2017. Donc ces faits sont avérés et existants. Mais il a l'air d'en déduire qu'il dit il va se passer encore quelque chose, comme si tout ça était prémédité, quoi, comme si ces attentats ou ces faits divers étaient prévus d'avance, par qui on ne sait pas. Il y a un côté un petit peu complotiste dans son raisonnement. Vous l'avez entendu, hein? Oui, je l'ai entendu, j'ai été très choqué. Alors, complotiste, c'est évident. Je pense que, alors comme il est très intelligent, je ne pense pas que ce soit un dérapage. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il l'a fait à la radio, hein, puisque je crois bien que c'était sur France Inter, donc autant sur le débat précédent. Non, mais ses propos sont à la fois hallucinants. D'abord hallucinants parce que il laisse à penser que toutes ces victimes, qui sont quand même des victimes du terrorisme, ne comptent pas. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, puisqu'il parle même d'incident. Il ne parle pas d'assassinat, il parle de meurtre. Oui, d'ailleurs, les associations de victimes de terrorisme ont protesté. J'ai même entendu la maman d'un des militaires qui a été abattu par Mohamed Merah, effectivement monter au créneau, et elle a bien raison, c'est scandaleux. Donc il y a toute cette partie-là quand même qui tend encore une fois quelque part à gommer, à normaliser, à dire qu'après tout, ce sont des opérations de manipulation. Et puis comment peut-on penser qu'il y ait derrière cela une entité immanente qui manipulerait des terroristes pour faire des attentats dans le cadre d'élections. Mais enfin, je veux dire, là, il a perdu le sens des valeurs. Alors je veux bien que M. Mélenchon veuille tout le temps faire du buzz, comme on dit, pour justement passer sur les réseaux. Et d'ailleurs, la preuve, on en parle aujourd'hui. Donc quelque part, on lui donne raison, mais en même temps, on en parle pour le condamner. Ce sont des propos qui sont fous, qui sont irrespectueux, qui sont choquants. Et moi, si ma voix ne compte pas, bien entendu, je le regrette, mais moi, je l'appellerai à ce qu'il revienne sur ses propos, ou au moins à ce qu'il les précise, plutôt que ce que j'ai entendu d'ailleurs dans les dernières 24 heures, où en gros, comme d'habitude, on nous fait du rétropédalage en disant c'est pas exactement ce qu'il a voulu dire. Non, c'est n'importe quoi, c'est scandaleux, c'est choquant, et je trouve que ça devrait même relever d'une forme de condamnation. Voilà. C'est bien évidemment choquant, c'est stupide, c'est probablement complotiste. Au-delà de tout ça, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est la fin de cette interview où il parle de la stigmatisation à venir des musulmans. C'est-à-dire que lui, on voit bien que son combat, c'est ça, c'est d'essayer de grappiller, de faire venir à lui le vote musulman, si tant est que le vote musulman existe. Bon, ça, on verra, mais en tout cas, ça c'est sa tentative claire et nette. Donc c'est pas... Il n'y a pas de quoi crier au génie. Et puis après, je pense qu'il est à la limite de la folie, parce qu'il n'a toujours pas accepté l'idée qu'il avait perdu la dernière présidentielle. Il est toujours là à parler des 800 000 voix d'écart, mais 800 000 voix d'écart, c'est énorme. Il est 4e à la présidentielle au premier tour, 4e et 800 000. Et vous connaissez, je ne suis pas un fanatique de Lionel Jospin. Enfin, Lionel Jospin, il a perdu face à Le Pen. Il y avait 290 000 voix d'écart. On n'a jamais entendu Jospin râler en disant « j'aurais dû être devant, c'est un scandale ». Non, à 200 000 voix d'écart, il a accepté le jeu démocratique, Lionel Jospin, il a quitté la vie politique. Voilà, c'est au moins quelque chose qui l'honore. Mais ce Mélenchon qui en permanence dans la récrimination en disant oui, mais 800 000 voix, c'est un scandale. C'est pitoyable. Ça donne l'impression que pour exister, il faut toujours avoir la petite phrase, la petite chose qui va choquer, qui va provoquer, et ensuite se faire passer pour victime. Voilà, je provoque et je me suis fait ensuite passer pour victime. Bon, c'est le fonctionnement de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ça étonne plus personne aujourd'hui. Voilà, c'est un peu dommage, puisque c'est la forme et plus le fond. Stéphane Monson ? Mélenchon, c'est l'histoire d'un naufrage, hein. C'est l'histoire d'une faillite. Alors, c'était pas 800 000 voix, c'était 600 000, mais c'est pas ce qui fait la différence. À 600 000 voix près, j'étais élu président de la République. Enfin, on résume les choses comme ça, ce qui est complètement fou, en effet. Mais c'est pour moi, oui, l'histoire d'un grand naufrage. Le Mélenchon d'il y a une quinzaine d'années était un fervent républicain. Il portait haut certaines des valeurs fondamentales de la République. Aujourd'hui, il a totalement vrillé. C'est vraiment un naufrage absolu. Et de mon point de vue, sur de nombreux aspects aujourd'hui, il se place vraiment en marge de la République. Autre sujet sur lequel je veux vous interroger, on l'a vu, enfin, c'est la réforme des retraites que reprend Emmanuel Macron.
Et on a l'impression qu'il va essayer de jouer un coup, c'est-à-dire de prendre un risque. Il se dit au fond, et je crois que l'analyse n'est pas mauvaise, on n'est jamais réélu si on ne prend pas de risque, un risque absolu. Il va peut-être prendre le risque de mettre des gens dans la rue, d'avoir les syndicats contre lui, mais de montrer qu'au fond il fait des réformes jusqu'au bout. Vous pensez que cette stratégie-là, non, qu'il est en train de jouer ? Alors, je ne sais pas si c'est cette stratégie, néanmoins, il demeure le fait qu'une réforme des retraites s'impose en France, puisqu'on avait un déficit de 4 milliards qui passe à 40 milliards. Sur lequel tout le monde est d'accord, mais voilà. Il va entraîner probablement des mouvements sociaux. Mettre les gens dans la rue, c'est faire. Ça, oui, puis alors, et en plus, Patrice, quand vous dites que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut faire une réforme des retraites, à laquelle personne n'est d'accord sur la façon de la faire. Ouais. Donc, effectivement, c'est toujours pas si on ajuste des critères ou si on met dans l'ensemble du système par terre pour reconstruire autre chose. Après qu'il y ait un calcul politicien derrière tout ça, certainement parce que nous sommes en préélection, on est déjà dans la pré-campagne électorale. Après, il y a aussi la réalité de voir le calendrier parlementaire, et quand on le regarde, on se rend compte qu'il ne voit pas très bien comment on place une réforme de retraite d'un point de vue parlementaire. Il n'y a plus de place dans le calendrier. Qu'elle soit pas votée, ça c'est autre chose, mais qu'elle soit annoncée, qu'elle soit... alors c'est toujours intéressant de savoir qu'on lance une réforme qui ne sera pas votée. Bon, et là, à ce moment-là, je vous rejoins, on retombe dans une zone de manipulation. Les gens qui veulent se faire réélire, pendant la dernière année, il ne faut plus rien. Alors, en général, ils font plutôt des cadeaux. Enfin, des cadeaux. En général, effectivement, la première année, on fait des réformes. Ils ne vont pas chercher l'affrontement, quoi. Non, c'est assez compliqué. Mais en même temps, peut-être que ça peut permettre pourquoi pas, de faire basculer certains électeurs. Je pense qu'il va essayer de prendre un risque pour essayer de... Après tout, ça serait le premier président réélu d'un quinquennat, en tout cas. Mais je ne voudrais pas qu'on gomme... Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que je ne veux pas qu'on gomme la nécessité de la réforme. Et que du coup, parce qu'effectivement, ça pourrait être... un coup politique. Voilà. Je pense, oui, il faut faire une réforme des retraites en France. Et il faut se le dire. Donc, après, que ce soit à l'occasion, effectivement, d'une réélection, que ce soit à l'occasion de la première année d'un nouveau quinquennat, dans tous les cas de figure, il faut refaire le système. Peut-être que, par exemple, une façon de faire la réforme des retraites, plutôt que d'aller rallonger la durée de cotisation, le montant des cotisations, ou de faire une retraite par points, c'est peut-être de revenir sur les 35 heures. On peut aussi travailler plus d'une autre manière, en travaillant plus longtemps, par exemple, chaque semaine. Il y a plusieurs pistes qui permettraient aussi de récupérer, effectivement, ces manques de cotisation. Pourquoi pas ? Stéphane, vous pensez que pour être réélu, il faut prendre des risques ? Oui, je pense qu'il faut prendre des risques et je pense que le président de la République actuel a montré qu'il prenait des risques, qu'il n'hésitait pas à prendre des risques, ce qui pour le moins tranche avec ses prédécesseurs, du moins les 3 précédents. Et d'autre part, si réforme des retraites il y a de nouveau, ce ne sera pas la même. Ce ne sera pas la même réforme. Déjà, le message commence à passer. Donc, moi, je suis convaincu que dans les 10 mois qui viennent, cette réforme-là, et peut-être pas seulement, seront remises sur le métier. Ça, j'en suis absolument convaincu. Le dernier sujet, parce que c'est une qui m'a amusé, c'est celle de Marianne sur l'esprit de sérieux qui peut-être nous enferme. Alors, oui, ils n'en ont pas marre de se prendre au sérieux. C'est vrai que j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un, Bigard, dit des choses absolument insensées, on est là à commenter, à dire, à expliciter. On pourrait dire, bon, c'est nul, et puis voilà. Vous avez tout à fait raison. Après, ce qui est le problématique, c'est de faire la liste des gens pas crédibles et inintéressants. Alors là, il parle d'Hanouna, de Bigard, de Lalanne, de Pascal Praud, de De Villiers. C'est vrai que le bouquin de De Villiers, c'est quand même c'est incroyable. Il dit, voilà, il y a un complot qui a lancé le virus pour établir un gouvernement mondial. Mais généralement, on va à l'asile quand on dit ça. Un bouquin qui se vend à des milliers d'exemplaires, on ne peut pas non plus le traiter sous silence. Ça veut dire qu'il a quand même trouvé son public. Et bon, j'ai pas lu le livre. C'est a priori un peu abracadabrantesque, mais on ne peut pas balayer comme ça d'un revers de main en disant ça nous plaît pas, etc. C'est comme Pascal Praud, je sais qu'il est très très chic de dire que c'est pas bien. Il y a des millions de gens qui l'écoutent tous les jours, il y en a un petit peu plus. Là, enfin, en tout cas, c'est vraiment une émission qui compte, tout le monde y va, les hommes politiques commencent à s'y précipiter. Et donc, mais comme ça plaît pas aux médias principaux, on dit bah oui, alors celui-là c'est un clown, mais il y a quand même rien en commun entre Pascal Praud et Bigard, ni entre Hanouna et Éric Zemmour. Enfin voilà. Donc je suis pas d'accord avec cette liste. Il y a des gens qui ont pris le melon, oui, mais voilà. Alors, après, c'est sur des cas différents. Voilà. Stéphane, en un mot, et Francis. Moi, la question, c'est pas le sérieux, c'est-à-dire que c'est la mythomanie et le discours péremptoire, c'est-à-dire que j'assène
des vérités avec un V majuscule que je ne prends pas la peine de démontrer. Et d'autre part, je suis hermétique à toute contradiction. Donc on peut aller très loin. Et en effet, alors très bien, c'est regardé ou écouté par des millions de personnes, mais ça, on est ici dans la quantité, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui n'est pas synonyme de vérité. Hein, c'est tout. Donc ça a un côté complètement fou, ça a un côté risqué aussi pour le débat public, pour la démocratie, puisque toutes les paroles se valent, manifestement, et que d'autre part, et c'est ce qu'on a vu au cours des mois et de l'année qui vient de s'écouler, c'est que de toute façon, l'argument d'autorité, l'argument de celui qui a passé des années et des années à travailler sur une question ne vaut pas mieux, ne vaut pas plus que les éructations du premier venu. Voilà, donc ça c'est à la fois complètement dingue de mon point de vue et extrêmement grave. Francis Guiraud, oui, c'est vrai que toutes les opinions se valent, quoi, c'est ça. Oui, c'est vrai, mais après, on donne parfois trop d'importance à des choses qui n'en ont pas. C'est aussi le travers des réseaux sociaux où ça surréagit à la moindre petite phrase, au moindre petit mot. Donc, enfin, voilà, il y a un moment, il faut garder un peu de recul. C'est vrai que ça peut-être pas mal, après tout, de donner un peu de distance, non Tout est pris au premier degré aujourd'hui. C'est un peu le problème. Voilà. La une est un peu premier degré. On dirait une de journal absolument vintage. Enfin, le truc, c'est démodé au-delà de tout. Graphiquement, c'est terrible. Vous avez été à Marianne, non? Non. Non, vous avez travaillé avec Jean-François Kahn. Voilà, oui, mais... En plus, je partage assez le fait que la liste est un peu à la Prévert et qu'on parle des choses qui ne sont pas comparables. Rien à voir. Qu'il faut vendre, ça fait vendre une. Après, j'entends tout à fait ce que disait Stéphane Manson sur le fait qu'il faut démontrer effectivement les propos quand on les fait. En même temps, ce sont des polémistes, donc ça participe au fait qu'ils n'ont pas à les démontrer. Et en plus, il y a toujours un peu un côté Paris-Province aussi, parce que Pro, c'est un peu la parole du territoire, un petit peu simple, mais c'est aussi des gens qui existent. Et puis enfin, je finirai sur le fait que Marianne ne se prenne pas eux-mêmes au sérieux, parce que la ligne du dessous, je vois les carottes crient-elles quand on les arrache. Oui. Donc on voit bien que Marianne rentre dans la même catégorie quelque part. Moi, j'avais un autre débat, mais on n'a plus le temps, qui était essentiel quand même, qui était dans le Figaro, pour ou contre la chemisette. Je vous propose d'en parler à une autre émission. On est contre. Merci infiniment à tous les quatre. Merci Stéphane Manson, Francis Guiraud. Merci, vous êtes ici chez vous, parce qu'on est sur Radio Sensation. Vous connaissez la maison. Merci Laurent Mazory et Jean-Charles Lajonie. À très vite pour un nouveau numéro de PAF.